91.9. Le mieux, c'est le matin. 7h moins 5, presque 7h en ce vendredi matin, 5e jour de la semaine. Vous allez dire, pourquoi ils comptent les jours? C'est parce que, à 7h, tous les matins cette semaine, depuis le déclenchement de la campagne électorale dimanche, on a parlé à nos 4 candidats. On a un quatuor fédéral. 4 candidats de 4 partis dans 4 circonscriptions qui avaient la particularité d'être candidats et de ne pas être déjà élus à la Chambre des communes, parce qu'on voulait vivre avec eux comment ça se passait, le fait d'être candidat, comment ça se vivait pour les personnes chez eux, qui aient de l'expérience ou pas en politique, comment ça se passe. Alors, tous les jours de la semaine, on a passé les 10 ou 15 minutes de ce bloc à 7 heures à parler à des candidats avec qui on avait parlé toute l'année. Pendant un an, à 4 en plus, les 4 candidats, on avait passé cette année-là à découvrir ce que c'était qu'une candidature. Puis là, on leur a parlé toute la semaine. Bon, 4 candidats, 5 jours. Il restait une 5e journée, mais j'avais une idée derrière la tête depuis le début. C'était de parler à Jean-François Dumas, président d'Influence Communication, pour clore cette mise en bouche, ce début de campagne électorale, cette première semaine de campagne, parce qu'avec les candidats, on parle du terrain, on parle de ceux qui sont les plus près des électeurs que nous sommes, puis avec Jean-François Dumas, on va un petit peu au-delà, parce que là, on va découvrir les vrais électeurs que nous sommes. Salut Jean-François. Salut, tu m'as fait peur parce que quand tu as parlé des 4 premiers candidats, j'ai eu peur que tu me présentes comme le 5e. Non, en fait, t'es l'électeur que nous sommes tous. Oui, en fait, pour que les gens comprennent, c'est que essentiellement, on vit la chose politique par procuration. On vit à travers les médias, parce que la plupart des gens n'ont jamais lu de programme électoral. La plupart des gens n'ont jamais assisté à des assemblées politiques, et la plupart des gens n'ont même pas l'occasion de donner une poignée de main à leur candidat préféré dans leur comté. Donc, on vit ça à travers vous autres, les médias. Si le politicien fait ou dit quelque chose, c'est pas dans les médias, ça n'existe pas. Mais en même temps, l'accès aux médias par les candidats est pire que jamais avec les chefs qui prennent toute la place. Ah oui, on n'a jamais, les candidats en tant que tels n'ont jamais si peu occupé de place. Donc, ce sont des campagnes de chefs. Et puis, à l'inverse, on n'a jamais autant analysé le discours des chefs. Autrement dit, c'est comme si l'émission en chambre est plus importante que la game de hockey. C'est pas le cas? Hey, ça en est rendu là, à un point tel que même, tu sais, on entend beaucoup plus les chefs que les candidats, mais plus que ça, c'est comme si on n'a jamais même si peu entendu les chefs par rapport à l'analyse qu'on en fait. Donc, je te donne un exemple. Comparons campagne pour campagne. Si on revenait en arrière autour de 2007, quand on analysait le temps d'antenne accordé à chacun des chefs dans les bulletins de nouvelles de fin de soirée, en 2007, tu entendais en moyenne les chefs autour de 20 à 25 secondes par jour, ce qui n'est pas beaucoup, mais tu les entendais quand même parler de 20 à 25 secondes. C'est chuté par la suite en 2012 autour de 15 secondes par jour, et dans la campagne provinciale de 2014, on les entendait en moyenne 10 secondes par jour. On est loin d'être capable de, il me semble, avoir une bonne idée de ce qu'ils ont à dire si on en entend seulement 10 secondes par jour. Ben oui, autrement dit, tu sais, quand on dit de l'entendre de la bouche du cheval, le cheval, il fait plus grand bruit parce que, mais on l'analyse et on le décortique. Et pourquoi? Parce que on dirait que les médias, avec le temps, se sont un peu lassés de la langue de bois, du discours un peu préformaté, et préfèrent l'analyse qui est plus colorée, qui est plus punchée, qui est plus médiatisable que le discours du politicien, alors qu'il n'y a rien de plus antidémocratique. On va voter pour un politicien, si on peut pas l'entendre, mais ça donne quoi de faire une campagne électorale? De la même façon, si on prend l'exemple du débat d'hier, que il y a très peu de gens qui vont avoir entendu plus qu'une minute en tout et partout du débat, mais ils vont l'avoir entendu parler du débat pendant des heures. C'est ça, absolument. Puis en plus, ce qui démontre à quel point la médiatisation est importante, peu importe le débat, la question que les médias se posent tout le temps, c'est pas qu'est-ce qu'on a appris, c'est qui a gagné. Ouais. Une campagne électorale, c'est véritablement devenu un gros show de télé-réalité. Puis juste pour te rappeler également que
peu importe la campagne, que ce soit au fédéral, que ce soit au provincial ou même aux États-Unis, parce qu'on a fait l'exercice aux États-Unis, le parti politique, et ça va démontrer à quel point les médias sont importants, le parti politique le plus médiatisé est tout le temps celui qui est élu. Tout le temps. Donc, ça démontre à quel point le média joue un rôle. Est-ce que le média est un reflet de ce qu'est la population, le média l'influence? Ça, on ne l'a pas trouvé. Sauf que c'est un peu comme la CSI Grade dans le temps, c'est que plus on parle du politicien, plus on a envie de voter pour lui, plus les sondages sont favorables. Là, il y a un effet d'enclenchement. Oui, mais en même temps, c'est pas parce que les médias ont décidé que c'est un tel qui gagnerait, c'est que le un tel ou le une telle en particulier a généré un intérêt, a généré de l'attention dont on se sert pour en parler davantage. Donc, c'est celui qui fait le plus de bruit, finalement, qui va finir par avoir le dessus, là. C'est beaucoup ça, mais en même temps, c'est sûr que, je veux dire, si si les médias ne s'intéressaient pas du tout à un candidat, on voterait pas pour lui. Puis tu sais, malgré les médias, malgré tout ça aujourd'hui, je continue à soupçonner que les gens, je crois que beaucoup de gens, peut-être pas la majorité, mais beaucoup de gens aiment pas perdre leurs élections. Beaucoup de gens vont voter pour le parti qui est en avance. Ben ça, là-dessus, on a plus d'examen de conscience à faire, je pense, que ce que les médias peuvent avoir à faire comme examen de conscience, parce que c'est tellement un monde compétitif que les médias peuvent pas se permettre de faire semblant qu'ils n'ont pas vu quelque chose, parce que tout le monde va leur montrer. L'électeur, lui, il a un examen de conscience à faire en disant, quand je vais voter, sais-tu vraiment quel mandat j'accorde à qui? Puis c'est qui ça. Cette personne-là? Ouais, sais-tu vraiment ce que le politicien entend faire? D'abord, on sait-tu vraiment ce qu'il veut faire, mais puis lui, c'est lui-même, est-ce qu'il sait ce qu'il va faire? Parce que de toute façon, les candidats, entendons-nous, les candidats dans les campagnes jouent un rôle tellement... Puis là, je veux pas vexer personne, parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont en politique, mais dans une campagne électorale, le rôle stratégique du candidat est tellement insignifiant comparativement à la médiatisation des chefs, qu'on vote pour un candidat, ça va te changer quelque chose de voter pour l'un ou plutôt que pour l'autre. Ouais, ben là, l'exemple patent de ça, là, on est dans des élections fédérales, c'est différent parce que le pouvoir est plus loin. Si on ramène ça au municipal, c'est patent. Si on n'a pas équipe un tel à côté du nom du candidat, on n'est pas sûr pour qui il faut qu'on vote parce que dans le fond, on s'en sac un peu. Ce qu'on veut, c'est l'équipe, c'est pas le candidat. Ça, c'est au municipal. Rendu au provincial, j'imagine que ça se fait tout seul. Ouais. Puis au fédéral, ben, c'est encore plus loin, alors ça a encore moins, il me semble, d'écho, là. Puis là, c'est sûr qu'on regarde tout ça ce matin, là, puis ça a l'air vraiment désolant et déprimant l'analyse qu'on en fait. Mais consolons-nous un petit peu. Il y a le Chicago Tribune qui a publié un article hier intéressant sur, ils se sont dit, hey, nous, les Américains, on se pense meilleurs et plus forts que tout le monde, là, mais au Canada, ils chialent en fonction de la durée de leur campagne électorale. Là, il commence à dire, avez-vous une idée, ça va durer moins que 80 jours, la campagne canadienne, c'est une aubaine, et ça va coûter tellement moins cher que chez nous. Ils ont compris, les Canadiens. C'est sûr qu'actuellement, tout le monde chiale parce qu'on dit que la campagne est beaucoup trop longue, puis ça coûte beaucoup trop cher. Ben, il y a pire que nous autres. Ouais, ben, dès le départ, quand on est arrivé avec les élections à date fixe, j'ai commencé à me demander si on était dans une américanisation de faire la politique. Mais on n'a pas besoin de se poser la question, on l'a toujours été. C'est juste qu'on a les règles maintenant qui ressemblent davantage. Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a une chose sur le plan médiatique, et ça va être une chose qui va être intéressante à surveiller, c'est que je pense que globalement, ce que j'ai vu, lu et entendu, la plupart des grands médias vont couvrir avec un peu plus de modération la campagne électorale fédérale. Il n'est pas dit qu'il va y avoir en permanence des représentants des médias sur chacun des autobus, sur chacun des avions. C'est pas sûr, parce que ça coûte très cher. Parce qu'il y a beaucoup moins d'engouement pour couvrir, on parlait de la bouche du cheval tantôt, de couvrir chacun des chefs en permanence tous les jours, de sorte que on va sentir une modération dans l'élan médiatique. Et on le sent déjà actuellement, Louis, c'est que la campagne électorale fédérale, oui, c'est le sujet numéro 1, puis Dieu merci, parce que avant le début de la campagne fédérale, ça veut dire que la nouvelle numéro 1 au Québec pour l'été 2015, c'était le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Pourtant, ça n'a pas été un très gros repêchage, là. Ben non, ça n'a pas été un gros repêchage. Et c'est une nouvelle de hockey, s'il vous plaît. Ben, comme d'habitude. On est en été. Même Drogba n'a pas battu le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Hein? Attends un peu, là. Drogba n'a pas battu? Au Québec, tu veux dire? Parce qu'à l'étranger, c'est sûr que ça. Oh oui, c'est sûr, à l'étranger, Drogba,
je pense, la nouvelle qui a fait le plus rayonner le Québec depuis le début de l'année facilement. Okay. Mais le Canadien et son repêchage a été la nouvelle de l'été. Et le Canadien, habituellement, est pas mal tout le temps le sport numéro 1, même en été. Il y a juste l'année passée que Eugénie Bouchard nous a fait oublier ça. Ah ouais. Et donc, avant le début de la campagne, c'était le hockey. Là, la campagne est commencée. Oui, c'est le sujet numéro 1. Heureusement, parce que juste avant ça, une des principales nouvelles la semaine passée, c'était le fait qu'il faisait chaud. Oh. Alors là, on est pauvre en actualité, mais malgré ça, la campagne fait beaucoup moins de millage médiatique qu'une campagne normale, qu'une campagne en haute saison, donc une campagne à l'automne, même qu'une campagne fédérale, parce qu'entendons-nous, tout ce qui est fédéral génère beaucoup moins d'attention que ce qui est provincial en termes de politique. À chaque année, lorsqu'on fait le top 50 des nouvelles les plus médiatisées au Québec, il y a une nouvelle qui provient du fédéral, c'est habituellement le dépôt du budget. Donc, tout ce qui touche le fédéral, c'est pas une question de fédéraliste souverainiste, tout ce qui touche le fédéral, c'est loin de nous autres, ça nous ressemble pas, il y a moins de Québécois, on couvre beaucoup moins ça. Mais à ça s'ajoute le fait qu'on est en été. Et à mon avis, tant qu'on ne sera pas rendu à la fête du travail, ça va être le camp d'entraînement de la campagne électorale. Et on va y aller au ralenti. Là, ensuite, il va y avoir le vrai début de la campagne au début septembre, et après ça, des débats des chefs qui vont souligner le début du sprint final. Donc, ça va être probablement les 3 temps de la campagne électorale. Mais Jean-François, chez Influence Communication, vous mesurez à peu près tout ce qui bouge, pas seulement dans les médias traditionnels, mais les médias sociaux. Puis on se dit des fois, ouais, mais là, de toute façon, les médias traditionnels, c'est moins important que ça l'était. Ça se passe dans les médias sociaux maintenant. Oui, mais je t'avoue que, souvenons-nous de Jack Layton et du NPD. On dira ce qu'on voudra, mais tout le monde, les analystes, sont d'avis que son passage à Tout le monde en parle a fait tourner la campagne électorale lorsque le NPD a réussi à élire de nombreux candidats. Et c'est la bonne vieille télévision, le bon vieux média traditionnel qui est dépassé. Le média social joue un rôle important, mais c'est un rôle d'amplificateur. Le média social va souvent permettre de galvaniser les troupes du politicien. Le média social va souvent permettre de passer à la télé. Quand un candidat veut être sûr de passer à la télé, il sort 3-4 déclarations enflammées sur Twitter, puis là, ses adversaires le descendent en flammes, ses partisans disent c'est le meilleur au monde, et là, les journaux, la télé, la radio l'appellent, puis il spinne pendant 2 jours. Donc, il continue à propager son message pendant 2 jours parce que il a tiré son point d'origine sur Twitter. Et lorsque Twitter, Facebook s'enflamment, vous autres, dans le média traditionnel, vous en parlez jusqu'à 19 fois plus. Tu vas parler d'un sujet, mais dès que Twitter devient débile, tu vas en parler encore plus parce que Twitter est devenu complètement cinglé. Donc, il y a un effet d'entraînement. Mais on a l'impression, quand on fait ça, et je suis d'accord avec toi, mais on a l'impression d'être plus proche du monde, mais on l'est pas nécessairement parce que Twitter, c'est seulement une fraction de la population, là. Ben, même si c'était plus que ça, c'est que ceux qui s'expriment et qui sont très... Tu sais, Twitter, là, c'est un média très militant. Donc, les gens qui supportent ou qui sont à l'opposé d'un candidat, je doute, honnêtement, là, on le saura jamais, mais je doute fortement que Twitter influence véritablement beaucoup le vote des gens, des citoyens. Twitter, là, ceux qui aiment pas un candidat, ils l'aimeront pas plus grâce à Twitter. En 140 caractères, l'option et la nuance, c'est souvent là quelque chose qui est alternatif. C'est pas nécessairement obligatoire. Puis en 140 caractères, on voit pas beaucoup de nuances dans le discours et dans le débat. Et c'est beaucoup plus une occasion de chicaner. D'ailleurs, on avait fait une sortie, on avait dit, saviez-vous ça que la plupart des chicanes qu'on appelle les Twitter fights se passent le soir entre 19h et 22h. Et parce qu'on dit à nos clients, ne buvez jamais et tweetez en même temps. C'est vrai, parce qu'il y a moins d'inhibition, t'as pris 2-3 verres, et lui, ça fait longtemps qu'il me fait suer, je vais lui dire. C'est souvent à ce moment-là que ça se passe. C'est pour ça que, Twitter, oui, c'est utilisé en politique, puis oui, ça met de la couleur. Est-ce que ça contribue pour beaucoup à améliorer le débat, à changer l'opinion des gens? Je suis pas sûr. Bon, c'est là. Et ça a été utilisé, mais d'une perspective stratégique pour les politiciens, souvent, ça devient une amorce pour se retrouver à la télé. Donc, pour retourner dans le média traditionnel.
Je veux revenir sur ce que tu nous disais au début, parce que c'est le nerf de la guerre, finalement, c'est que on vit la campagne électorale par procuration au travers les médias. Mais quand on regarde le contenu des médias, est-ce que c'est plus la course de chevaux qu'on est en train de suivre, ou est-ce que c'est le contenu? Autrement dit, c'est la forme de la politique ou c'est le fond qui est discuté dans la politique qui est débattu dans les médias? Peu importe la campagne électorale, c'est amusant parce qu'il y a tout le temps un snowball de politiciens pour nous dire ça au début. Ils nous disent tout le temps, vous allez voir, on va parler de contenu, on va débattre d'idées. On débat jamais d'idées dans une campagne électorale. C'est plate, là, mais c'est comme ça. Dans la dernière campagne provinciale, avant le début de la campagne, tout le monde était inquiet pour les infrastructures, tout le monde était inquiet pour la santé, tout le monde était inquiet pour l'éducation. En 10 ans, dans la dernière campagne électorale provinciale, quand on analyse toutes les campagnes depuis 10 ans, on n'a jamais si peu parlé de santé, d'économie, des aînés, de la pauvreté et des jeunes. On a parlé de quoi? On a parlé du fait qu'il y avait des sondages, on a parlé de controverses, on a parlé de souveraineté, on a parlé du point en l'air, on a parlé de plein d'affaires fausses d'idées. On est bien mal fait. Mais on n'est pas juste les seuls cinglés sur Terre, tout le monde est comme ça. Une campagne électorale, c'est un show de télé-réalité. C'est un peu comme occupation double, occupation triple, là. C'est le dernier qui reste dans le loft qui va gagner. C'est pour ça que c'est important d'être médiatisé, c'est important d'occuper l'avant-scène des médias. Un politicien, c'est comme une boîte de savon. Pour avoir envie de l'acheter, il faut que ta voix. Faut qu'il y ait de la pub, faut qu'il y ait du placement, il faut qu'il parle. Et sur 40, même 70 jours, même si ta visibilité est parfois très controversée, il faut que tu sois visible, que tu sois vu, pour qu'on ait envie de voter pour toi. Et l'électeur, là-dedans, il est un peu comme un consommateur pour un produit. Si tu me le compares au savon, là, à un moment donné, moi, je veux bien que la marque soit bonne, mais je veux voir le prix que ça me coûte aussi. C'est-à-dire que le consommateur, c'est le rapport qualité-prix qui va faire la différence? Écoute, j'ai bien peur que même si on est en 2015, même si on est super médiatisé, même si on a tous les moyens de savoir, de comprendre et de connaître, encore en 2015, on vote sur le fait de lui, j'y aime pas la face, et lui, je l'aime, ou moi, je veux voter pour lui. Mais les idées derrière tout ça, le coût de l'élection d'un gouvernement, le coût social, politique, économique, au bout du compte, je pense pas. Malheureusement, je vais dire une grossièreté, mais je pense pas que ça pèse beaucoup plus que ça pouvait peser il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Je pense qu'on vote encore beaucoup sur des émotions. T'es déprimant, toi, Jean-François. Ouais, quand je donne une conférence, je dis tout le temps au début aux gens, êtes-vous de bonne humeur? Puis là, les gens disent oui, c'est même pourquoi ils nous demandent ça. Je leur dis, j'espère, parce que vous allez être bien déprimés après ma conférence. Effectivement. Mais en même temps, c'est parce que c'est un regard sur nous qu'on n'a pas autrement, ou en tout cas qu'on espère ou qu'on essaye de pas trop voir. Mais là, après t'avoir écouté, je me dis, si on décide du prochain premier ministre, juste en se demandant si on irait prendre une bière avec lui, ou si on y aime moins ou plus la face que l'autre, ça en dit long sur notre démocratie, hein? Et je me dis tout le temps, tu sais, je te donne un exemple. Ce que je dis à mes enfants, moi, je me dis, il faut pas espérer changer le monde si t'es pas capable de te changer toi-même. Si tu veux changer toi-même, change tes habitudes, notamment de consommation de médias. Diversifie tes sources d'information. Si tu passes tes journées à écouter le même poste de télé depuis toujours ou le même journal, ben t'as pas le droit de chialer sur les autres médias. Si tu veux t'informer, diversifie et tu vas comprendre que on peut avoir des points de vue différents, des angles différents. La richesse d'un écosystème médiatique, c'est la diversification. Et si tu veux être intelligent et pouvoir avoir les moyens de challenger le système et les politiciens et ce qu'on t'offre, ben il faut que tu puisses comprendre et voir différents produits médiatiques. Et quand je dis diversifier, c'est pas juste ici, c'est de consommer des produits médiatiques, par exemple ailleurs au Canada, pour essayer de comprendre d'autres produits. Donc il y a de l'espoir, il y a une façon de faire. C'est juste que ça demande un effort supplémentaire de la part des gens qui nous écoutent. T'as commencé en disant que t'avais peur que je te présente comme candidat. Ben sais-tu quoi, là? Avec ce que tu viens de dire, je voterai pour toi, là. Ouais, mais il n'y a pas de danger que tu votes parce que sincèrement, je dis parfois à ma blonde, je dis, si jamais il me passe par la tête un jour de me présenter, attache-moi sur une chaise, puis frappe-moi. Je pense que j'ai pas la personnalité de me présenter en politique. Président d'Influence Communication, bonne campagne, Jean-François Dumas. Merci, salut. Salut, bonne fin de semaine.